Alors, je décide d'enregistrer ce webinaire, non pas pour avoir toutes les adresses et pour vous harceler, mais seulement c'est une façon pour nous de nous améliorer aussi sur la qualité de ce que nous vous présentons. Donc, la gestion dématérialisée des dossiers accidents du travail. Donc, on va voir en premier lieu les généralités sur l'accident du travail. Ensuite, le délai d'instruction en matière d'accident de travail et d'accident de trajet. La déclaration accident de travail ou trajet sur notre entreprise, la saisie. Le QRP, questionnaire risque professionnel, en grande ligne, puisque ce n'est pas le sujet du jour normalement non plus. Et le nouveau formulaire d'arrêt de travail et ses nouveautés. Là aussi, ce n'est pas le sujet du jour, mais on tenait quand même à vous en préciser les modalités. Donc, les généralités sur l'accident du travail. Donc, est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Alors, il y a 3 éléments qui caractérisent l'accident de travail et pour nous qui sont essentiels. Donc, il faut un événement ou une série d'événements localisés dans l'espace et le temps de façon très précise, c'est-à-dire accident arrivé telle date et à telle heure. Donc, on parle bien entendu aussi de faits accidentels, un coup, une chute, un accident quelconque. Une survenance par le fait ou l'occasion ou sous la supervision de l'employeur. Effectivement, il faut que votre salarié soit dans son temps de travail lorsqu'un accident arrive et qu'il faut qu'il soit déclaré en accident du travail. Et une lésion comme conséquence de cet événement ou de ces éléments, y compris une lésion psychique. Effectivement, on peut avoir un accident du travail, mais avec une angoisse ou un traumatisme quelconque et que ce soit psychologique. Ça, on le verra par la suite et puis de toute façon, vous en avez peut-être eu, donc vous pourrez me poser des questions si besoin. En cas de télétravail, on a rajouté cette petite précision, puisqu'aujourd'hui, le télétravail est monnaie courante dans toutes les entreprises qui ont pu le mettre en place depuis 2-3 ans. Donc, en cas de télétravail, un accident de travail peut être considéré comme tel quand cela concerne le domicile dans sa globalité, sauf si vous en faites une mention contraire dans votre contrat de télétravail. Exemple, une pause sur la terrasse. Il faut également que cela arrive en cas de télétravail, mais pendant les horaires de travail à la maison. Ne sera pas considéré comme accident de trajet, un accident de trajet que vous faites entre votre domicile et votre temps de pause, mettons, sauf si votre repas est pris dans un lieu de restauration habituel, ou si votre télétravail est déporté. Donc ça, ce sont des précisions, ce sont des mentions qu'il faut apporter sur la déclaration d'accident, bien entendu. Et en cas de panne, si le télétravailleur doit se rendre dans son entreprise, un éventuel accident sera pris en charge au titre de l'accident de trajet. Donc, il faut qu'il se rende dans l'entreprise en cas de panne et il faut que ce soit spécifié, il faut que vous en soyez prévenu. Vos démarches lorsque votre salarié est sujet à un accident de travail. Eh bien, dès que vous en avez connaissance, vous devez, sous 48 heures, déposer la déclaration sur notre entreprise. Donc, hors dimanche et jour férié pour ce délai de 48 heures. En ligne sur le site netentreprise.fr. Et vous devez remettre immédiatement à votre salarié le formulaire qui lui permet la dispense d'avance de frais. C'est la feuille d'accident de travail, le formulaire mauve. Votre salarié ou le médecin doit envoyer le certificat médical initial à la CPAM et vous faites la déclaration en ligne via NetEntreprise. Le fait que ce soit aujourd'hui des démarches dématérialisées, sous 48 heures, un dossier peut être reçu et validé et enregistré chez nous.
On a vu donc l'accident de travail. Avant de passer sur le délai d'instruction, on voulait faire une petite mention sur l'accident de trajet. Donc, il est considéré comme un accident du travail lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que les conditions que l'on va nommer sont remplies, ou lorsque l'enquête, qui est faite par des agents assermentés ici chez nous, permet à la CPAM de lieu de résidence de votre salarié de disposer sur ce point de présomption suffisante. Donc, l'accident doit être compris pendant le trajet d'aller et de retour. Alors, entre la résidence principale et ou une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Donc, on prend la résidence principale ou la résidence secondaire, caractère habituel, bien entendu, et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier. Il faut toujours qu'il y ait cette notion de régularité. Entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine, ou d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur, le salarié, prend habituellement ses repas. Toujours pareil, cette notion d'habitude. Et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l'emploi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer un accident de trajet lorsque votre salarié dit avoir fait une course qui n'est pas du tout habituelle et qu'il a interrompu son trajet pour aller acheter le pain dans une boulangerie où n'a pas lieu d'être d'habitude et qu'il a un accident sur ce trajet-là. De la même façon qu'un accident de travail, dès que vous en avez connaissance, vous avez 48 heures, hors dimanche et jour férié, pour transmettre la déclaration via Net Entreprise à nos services. Sur ce point, c'était à peu près donc, les généralités. Vous en connaissez à peu près les définitions, puisqu'on a déjà présenté ce sujet. Mais ce sont des rappels qui nous semblent vraiment très importants et pour les personnes aussi qui découvriraient un petit peu la déclaration en ligne. Le délai d'instruction. Le délai d'instruction en accident de trajet et en accident de travail. Alors, vous avez un point de départ du délai. Lorsque on reçoit la déclaration d'accident de travail ou de trajet et le certificat médical initial qui est établi par le médecin qui nous envoie les constatations médicales liées à cet accident. Il y a un délai de 10 jours. Pendant ces 10 jours, vous pouvez faire parvenir à la caisse primaire d'éventuelles réserves motivées pendant ces 10 jours. À l'issue de ces 10 jours, le délai, le point de départ du délai d'instruction démarre. À ce moment-là, il y a donc un premier délai d'instruction de 20 jours. Soit la caisse primaire a suffisamment d'informations et peut prendre une décision, donc dans ce cas-là, on vous rend une décision prise en charge d'emblée, ou sinon, des investigations sont lancées. Ça, ce sont donc des questionnaires que vous recevez, ou sinon, il peut même y avoir des enquêteurs qui se déplacent sur le lieu de l'accident pour avoir des informations supplémentaires pour qu'au bout de 42 jours, ce deuxième délai d'instruction, on puisse vous mettre à disposition à vous et à votre salarié toutes les pièces du dossier pour que vous puissiez les consulter. Pendant 10 premiers jours, vous pouvez consulter ces pièces et vous pouvez rajouter des observations supplémentaires. À la suite de ces 10 jours, il y a 10 jours supplémentaires et vous pouvez consulter le dossier dans son entier. Par contre, ni votre salarié, ni vous, vous ne pouvez déposer de pièces supplémentaires. Et à la suite donc de ces 90 jours, si vraiment ces 90 jours sont nécessaires à la caisse, la notification de la décision est rendue. Donc là, on a vu les premiers pas vers la déclaration d'accident de trajet et travail, la définition et ce que nous avons comme instruction, comme délai.
pour vos premiers pas sur Net Entreprise. Et nous tenons vraiment à vous solliciter pour que vous passiez par ce biais-là pour nous faire parvenir la déclaration, puisque c'est un échange qui est très sécurisé. Les renseignements qui vous sont demandés, ce que vous saisissez dans chaque rubrique est très précis. Et à partir de toutes ces rubriques qui sont très bien complétées par vos soins, on a déjà suffisamment d'informations en général pour ne pas forcément poursuivre les investigations. Et les échanges sont sécurisés et donc c'est beaucoup plus rapide. Donc, comment faire? Si vous avez déjà un compte Net Entreprise, je vous invite à, dans la gestion de vos déclarations, à vous rajouter la déclaration d'accident du travail ou de trajet si vous ne l'avez pas déjà. Si vous avez des soucis pour rajouter des déclarations sur votre compte Net Entreprise, n'hésitez pas, contactez-nous. Nous pourrons vous le faire à distance en ayant vos codes. Et vous pourrez avoir la déclaration sous 24 heures d'utilisation très simple. Donc, vous vous connectez sur votre compte Net Entreprise et vous cliquez sur DAT, déclaration d'accident de travail ou trajet. Vous retrouverez en première étape votre profil. Alors là, nous avons décidé de vous détailler un petit peu chaque étape pour que vous puissiez les regarder quand vous en avez besoin et que ce soit facile pour vous de rajouter, de la rajouter dans vos déclarations, que ce soit quelque chose d'habituel pour vous de plus en plus. Donc, votre profil, vous le retrouvez. Vous choisissez donc en mode EFI pour remplir le formulaire en ligne. Vous cochez oui si vous centralisez la gestion des accidents de travail à une autre adresse et vous remplissez le pavé qui s'ouvre si c'est une adresse centralisée avec des courriers qui doivent être envoyés sur la maison mère, par exemple. Et le numéro de risque, normalement, doit se remplir automatiquement, sinon vous le retrouvez sur votre notification du taux AT-MP délivré par la CARSAT sur votre compte AT-MP. Enracinement numéro 2. Alors, c'est pareil que le document papier. Vous retrouvez chaque étape, mais là, vous les retrouvez sous forme dématérialisée. Mais c'est exactement les mêmes choses qu'il faut remplir. Donc, les renseignements sur la victime, le numéro d'immatriculation. Alors là, je vous indique cette petite astérix noire. Cette petite astérix noire vous signale toutes les rubriques qui sont obligatoires à compléter. De toute façon, si vous oubliez de remplir, mettons, le nom de l'assuré, l'étape suivante ne vous sera pas accordée. Vous aurez un message d'erreur. Donc, on vous demande de compléter le numéro d'immatriculation, le nom, le prénom et l'adresse. Mettons le code postal si vous n'avez pas toute l'adresse, si vous ne voulez pas retourner forcément sur le dossier de votre salarié. Concernant la profession, alors, pour être le plus précis possible, si vous ne trouvez pas dans le menu déroulant la profession qui vous intéresse, je vous invite à la préciser dessous, ici même, le libellé de la profession exacte. Voilà. Cela est toujours assez parlant pour nous, pour faire le rapprochement un petit peu avec le fait accidentel, en fait. L'ancienneté dans le poste et la nature du contrat. Vous passez sur l'étape 3, lorsque vous avez complété ces renseignements. Étape 3 qui vous demande d'indiquer la date de l'accident, l'heure de l'accident et les horaires de travail le jour de l'accident. C'est-à-dire, si vous avez des horaires fixes, c'est très bien. Si votre salarié a des horaires qui varient selon les jours de la semaine, n'oubliez pas de rapporter les horaires de travail qui se rapportent au jour de l'accident. Le lieu, donc, du coup, de l'accident ensuite, et vous mettez l'adresse qui correspond au lieu de travail. Toujours pareil, comme pour l'adresse du salarié, on vous demande notamment le code postal avec la ville, pas forcément l'adresse détaillée. Si par exemple, votre salarié travaille dans une agence intérimaire, vous pouvez noter le SIRET de l'établissement où le salarié intervenait au moment de l'accident. Donc, les circonstances détaillées de l'accident. On vous demande 3 choses. Donc, l'activité de la victime lors de l'accident. Alors, on ne vous demande pas ce qui s'est passé, on vous demande de nous décrire ce qui se passait. Qu'est-ce qu'il faisait? Son activité lorsqu'il a eu son accident. Donc là, le salarié rangeait des dossiers dans le tiroir de son bureau, tout simplement.
Ensuite, on vous demande la nature de l'accident. Donc, exactement, par contre, là, le fait accidentel. Soyez le plus précis possible de façon à ce que nous puissions avoir le moins de questions derrière à vous poser. Donc, il s'est coincé le doigt dans le tiroir en le refermant. Ça, c'est l'exemple qu'on a pris. Donc, objet dont le contact a blessé la victime, le bureau, par exemple. S'il n'y a pas d'objet, vous mettez RAS, pas d'objet. Éventuelle réserve motivée. Donc, vous pouvez émettre des réserves motivées. Le champ est limité à 128 caractères. Si vous avez besoin de noter des réserves un peu plus longues, de les étoffer, de nous rajouter des photos, format PDF bien sûr, ou quoi que ce soit, à ce moment-là, je vous invite à nous rajouter en étape 7, dans les pièces jointes, vous pouvez nous rajouter un courrier de réserve que vous aurez peut-être voulu un peu plus détaillé. Ensuite, on vous demande le siège et la nature des lésions. Donc, tout simplement, hein, comme c'est sur le format papier, vous retrouvez les mêmes rubriques. Donc, précisez les lésions, du moins de ce que vous en savez, et on vous demande vraiment d'être le plus précis possible sur la latéralité. C'est-à-dire que si vous ne savez pas s'il y a une fracture, une entorse ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre un traumatisme. Mais par contre, ce qui est essentiel pour nous, c'est que ce soit cohérent avec ce que le médecin va noter sur le certificat médical, à savoir le siège. Donc, ça peut être l'index droit, ça peut être le genou gauche, le pied. Et s'il y a plusieurs endroits qui sont touchés, vous mettez bien entendu index droit, plus poignet droit, plus épaule droite par exemple, traumatisme ou fracture, ou voilà. Ce que vous en savez sur le jour même. Dans la description, dans les circonstances détaillées de l'accident, on vous demande dans la description de l'accident, on vous demande si la victime a été transportée. Alors, transportée pas par un collègue, hein, d'accord? On vous demande s'il a été transporté par un véhicule professionnel, c'est-à-dire SAMU, pompier, ambulance privée. Et si vous en avez la connaissance, vous pouvez, en mettant oui, remplir l'endroit où a été transportée cette personne. Ensuite, on vous demande de préciser si l'accident a été constaté ou connu par l'employeur, par des préposés. Voilà, vous regardez le menu déroulant. On vous demande la date. C'est très, très important de savoir à quelle date vous en avez eu connaissance. Alors, dans un premier temps aussi par rapport au délai d'envoi de votre déclaration. Et puis, pour savoir si votre salarié vous a prévenu suffisamment à l'avance et suffisamment tôt, et pour connaître les raisons dans le cas où votre salarié aurait un accident le 15 mai et que vous envoyez la déclaration le 30 mai pour avoir les raisons de ce retard. Donc là, on s'adresserait effectivement plutôt aux salariés et à vous également. Et l'heure de connaissance, très important aussi. Sur la conséquence, vous pouvez mettre si votre salarié aura un arrêt de travail suite à cet accident de travail ou s'il n'y aura pas d'arrêt. Je précise, si vous ne le savez pas encore, si vous faites la déclaration d'accident sur la journée, ce qui est vraiment très bien, si vous avez connaissance de l'accident le matin, que vous faites l'après-midi la déclaration d'accident, que vous avez suffisamment d'informations, mais que votre médecin est soit à l'hôpital ou soit chez son médecin le soir, ou voilà, que vous ne savez pas s'il y aura un arrêt de travail ou sans arrêt de travail, vous pouvez cocher soit l'un ou soit l'autre, sachant que ce ne sera pas un élément bloquant si votre salarié finalement n'a pas d'arrêt de travail et que vous avez mis arrêt de travail, ou inversement, si vous positionnez sans arrêt de travail et que finalement votre salarié a un arrêt de travail. D'accord? Cet élément de réponse, enfin, ce détail qui n'est pas négligeable, sera apporté surtout par le médecin qui va nous transmettre le certificat médical initial, ce qui est très important. De la même façon, on peut avoir un certificat médical initial sans arrêt de travail avec des notions de soins et du coup avoir plus tard une prolongation avec un arrêt de travail si derrière finalement il y a une opération, si une plaie s'infecte ou quoi que ce soit. Donc, ce ne sera pas quelque chose qui sera une erreur sur votre déclaration d'accident de travail. On ne vous demandera pas de la refaire.
Et dernière notion, savoir s'il y a un rapport de police qui a été établi ou pas. C'est plutôt dans le cas d'un accident de trajet, des fois lorsqu'il y a un constat amiable de fait, ou ça peut arriver également lorsque il peut y avoir une dispute qui en vient aux mains par rapport à de vos salariés ou autres, par exemple. Ensuite, on vous demande donc de nous renseigner sur la présence de témoins. Donc, vous pouvez cocher «J'atteste que l'accident a eu lieu en l'absence de témoins ou de personnes avisées» ou ne pas les connaître. Dans ce cas-là, vous cochez cette case et nous, on sait que vous n'en avez pas connaissance, ce qui ne nous empêchera pas de nous tourner vers votre salarié pour lui demander des justifications sur la présence de quelqu'un lorsqu'on a voilà, on a des interrogations sur la véracité des faits, par exemple. Si vous en avez connaissance, bien sûr, on vous demande de nous indiquer le nom et le prénom, tout ce que vous savez sur le témoin avec son adresse, de façon éventuellement à pouvoir le contacter assez facilement et rapidement pour ne pas perdre forcément de temps non plus. Vous pouvez nous indiquer aussi en étape 6 des renseignements sur le tiers. Donc, est-ce que l'accident a été causé par un tiers? Alors, voilà, ça peut être quelqu'un qui pousse votre salarié, ça peut être un accident de trajet avec un tiers mis en cause. Dans ce cas-là, vous remplissez oui si vous en avez connaissance et vous remplissez les champs si vous avez connaissance des détails ou si l'accident n'a pas été causé par un tiers, si votre salarié s'est blessé tout seul, dans ce cas-là, vous mettez tout simplement non. Très important à cette étape-là, vous pouvez suspendre votre saisie et la reprendre plus tard. Donc, votre saisie sera enregistrée sur votre poste et elle sera sauvegardée. Si vous avez besoin d'avoir des renseignements plus concrets ou revoir votre salarié éventuellement pour lui demander sur quel côté il a été blessé, s'il vous manque des renseignements quelconques, vous pouvez la suspendre et vous pouvez reprendre même au lendemain cette étape-là. Vous irez donc vous connecter sur notre entreprise avec vos identifiants et vous irez directement au lieu de déclarer une déclaration d'accident de travail, vous pourrez reprendre une déclaration d'accident en suspens, quoi. Vous irez chercher votre dossier enregistré sur votre bureau ou dans vos fichiers et vous pourrez reprendre à l'instant T, là où vous l'avez laissé, votre déclaration. Sachant que si vous êtes allé jusqu'à cette étape-là, que vous avez rempli les renseignements sur les témoins et la nature de l'accident, tout, et que vous manquez juste la latéralité, vous irez ici sur étape précédente et votre déclaration est sauvegardée, ça ne perd pas ce que vous avez déjà renseigné. Vous pourrez rajouter la latéralité si c'est cet élément-là qui vous manquait, par exemple. En étape 7, sur l'étape de la signature, parce qu'on est déjà à la fin et qu'une déclaration d'accident de travail ou trajet, quand on a tous les renseignements via NetEntreprise, via le site, peut aller très vite. Vous vous en rendrez compte quand vous commencerez à le faire si ce n'est déjà fait. Donc, vous pourrez joindre un fichier dont on a parlé tout à l'heure, Word ou PDF de préférence, voilà, avec vos réserves motivées par exemple. Ça peut être également aussi la copie du constat amiable si c'est un accident de trajet. Ensuite, vous avez donc la signature, donc le lieu, voilà, Paris, donc ce sera peut-être plus Bayonne, la date et votre qualité. Votre formulaire apparaît automatiquement. Vous pouvez l'enregistrer ou l'imprimer. Attention, vous avez tout le déroulé, c'est-à-dire vous avez toutes les étapes qui vous apparaissent. Si vous imprimez, peut-être pas forcément besoin de tout imprimer. Peut-être que juste le CERFA, vous avez 9 pages, hein, juste la première page vous suffira. Vous avez tout dessus qui est répertorié, tous les éléments que vous avez saisis au préalable. Vous fermez cette page-là. Attention de ne pas fermer NetEntreprise. Vous fermez juste uniquement le formulaire qui vous apparaît. Et vous allez en étape de validation. Il vous suffit de taper « Oui » et la déclaration est automatiquement envoyée. Vous avez un accusé de dépôt
Sur cet accusé de dépôt, vous avez la possibilité de réimprimer ou enregistrer votre déclaration. Vous avez la possibilité de rouvrir le CERFA, d'accord? Bien sûr, cet accusé de dépôt, vous pouvez l'enregistrer ou l'imprimer. Bon, on vous conseille d'enregistrer tous ces éléments-là par souci d'écologie, on va dire, pour réduire le papier. Et vous pouvez, chose très importante, générer la feuille de soins que vous donnerez à votre salarié pour lui permettre la dispense d'avance de frais médicaux qui sont inhérents à cet accident de travail. Dans ce cas-là, c'est un imprimé qui est pré-rempli, c'est-à-dire qu'il est rempli de toutes les informations que vous avez fait saisies au préalable. D'accord? Madame Colombani, Oui, excusez-moi, je suis oui. Vanessa Zamora. Bonjour. Bonjour. Justement sur ce point du CERFA 6201. Oui, Alors, je ne sais pas si je suis toute seule ou pas, mais moi j'ai un problème. Alors, j'en fais pas souvent des accidents du oui, travail, mais systématiquement, quand je dois générer ce CERFA, oui. l'option, ou je ne sais pas comment on appelle ça, là, ça ne marche pas en ligne sur Net Entreprise. D'accord. Je l'ai précisé à plusieurs reprises. Et D'accord. à chaque fois que j'en ai besoin, comme je vous dis, je ne fais pas des accidents du travail tous les jours, mais à Oui, chaque fois que j'en ai besoin, je peux m'en apercevoir que quand je crée un accident du bien travail, sûr, forcément. bien sûr. Et cette option, cet onglet, créer Oui, c'est le triptyque en fin de compte, ça. tout à fait, tout à fait. C'est la Eh feuille bien, de soin. Ouais. ça, enfin chez moi en tout cas, ça ne fonctionne pas. Alors, ça devrait fonctionner. Alors En oui, général, ça fonctionne. oui, en général, bien sûr, oui, ça fonctionne. Alors bien sûr, oui. Alors peut-être qu'on pourra regarder à l'occasion. Oui, je veux bien. Oui, oui, oui. Dans ce cas-là, je me permettrai, si vous voulez bien, de venir en direct. Et on pourra. Ah oui, oui, tout à fait, je veux bien. Mais Oui, c'était vous qui me l'aviez déjà montré comment ça fonctionnait à l'époque. oui, Mais ce truc de CERFA, ben, en fin de compte, ça n'a jamais fonctionné. Donc, on d'accord. reprendra après, de toute manière, sur Oui, ça. Ok, merci. d'accord, bah, pas de souci. Peut-être qu'il y a un bloqueur de fenêtre. Vous savez, c'est ce fenêtre pop-up. Alors, valable aussi ces fenêtres pop-up pour l'apparition de la déclaration d'accident. En général, vos ordinateurs sont sécurisés, ce que j'entends. Donc, on ne peut pas forcément s'introduire avec nos documents. Voilà. Donc, il faut autoriser une fois le service NetE avec ces fenêtres qui se bloquent. Alors, c'est un bandeau qui s'ouvre des fois tout en haut et qu'il faut toujours, faut cliquer sur toujours autoriser les éléments donc inhérents de Net Entreprise, du site. Possible que ce soit fait pour la déclaration et du coup possible que ce soit le même problème pour la génération de la feuille de soins. Parce que vous avez peut-être eu le cas souvent, et si c'est le cas à chaque fois, c'est peut-être ça qui bloquera. Ce que je vous invite à faire, c'est toutes les personnes qui ont peut-être ce problème, vous m'envoyez un mail où on se contacte. Et j'essaierai, si vous n'êtes pas trop loin, hein, puis de toute façon, ça fait partie de mes missions, de me déplacer sur place ou alors de regarder en prise à main à distance, mais je ne peux pas voir ce que vous avez, vous, à l'écran. Euh, donc, pour que je puisse le débloquer, si vous ne voyez pas ce bandeau-là, ben, je viendrai sur place. On fera une saisie fictive ou de nouveau une déclaration que j'annulerai, bien sûr, bien entendu, derrière. Et on ira jusqu'à la génération de ce CERFA pour voir si c'est pas ça qui bloque. Mais je vous invite quand même à regarder. Vous n'avez pas un petit bandeau ou un petit message en bas ou en haut qui vous dit fenêtre bloquée. À ce moment-là, il faut juste débloquer ce petit détail qui a son importance, bien sûr. Mais contactez-moi, je vous invite, on regardera et je ne vous lâcherai pas dans tout ça, je vous rassure. Je fais juste une pause. On a deux petites choses à avoir, le questionnaire risque professionnel et le nouveau formulaire d'arrêt de travail. Voilà, fenêtre pop-up. Voilà. Je regarde un petit peu vos commentaires pour regarder s'il y a des questions aussi. Comme ça, on partage tous ensemble le tout. Alors, des bonjours à tous. OK. Si une courte lésion est liée au travail effectué dans les jours précédents,
Est-ce un accident de travail? Par exemple, le lundi, un salarié va chez le médecin car il a mal au dos. C'est probablement dû à la journée de manutention effectuée le vendredi. Mais pas d'événement notable le vendredi, pas de coup. Est-ce un accident de travail? Non, ce n'est pas un accident de travail parce qu'il n'y a pas de fait accidentel. Là, on partirait plus sur un effet de maladie professionnelle si la manutention est régulière. Et à ce moment-là, c'est le médecin qui va l'aiguiller sur une demande de maladie professionnelle. Et cette demande de maladie professionnelle, c'est votre salarié qui en fait la demande. Vous n'en faites pas du tout la demande. Par contre, vous en êtes informé lorsqu'on reçoit la demande. L'accident de travail, il faut vraiment qu'il y ait un fait accidentel. Alors, l'effet de manutention, c'est une chose, mais ce sont des gestes répétitifs qui font que votre salarié souffre du dos. Alors, on partirait plus sur de la lombalgie. Lombalgie qui est difficile à déceler aussi, parce que vous le savez très bien, les maux de dos, comme les risques psychoprofessionnels et psychologiques, sont très difficiles à cerner et à poser comme diagnostic, et à contrer aussi. J'en suis très consciente. Mais là, non, ce n'est pas un accident de travail. À moins que sur une manutention d'un colis particulier, il ait senti un craquement. Et à ce moment-là, oui, là, c'est un accident de travail. Mais s'il n'y a pas de craquement, s'il n'y a pas de fait soudain, et encore, ça a été revu un petit peu et assoupli. Mais là, si c'est de la manutention, si c'est l'esprit répétitif de ces gestes et postures, à ce moment-là, on partirait plus sur de la maladie professionnelle. Alors, de ce que je sais, pour un accident de travail, il faut un fait déclencheur précis, donc en l'absence d'événements notables, je ne pense pas. Tout à fait, toute une histoire d'appréciation après. Alors, appréciation, oui, mais en général, on a quand même une définition qui est assez précise. Donc, voilà. Sinon, peut-être une maladie professionnelle en fonction des fonctions du salarié concerné. Parfait, mais j'ai une personne qui pourra m'accompagner. Même pour un arrêt de très courte durée. Oui, dans ce cas-là, si la personne ne veut pas déclarer une maladie professionnelle, ce sera de la maladie ordinaire. Il récupérera, il y aura des séances de kiné peut-être, mais ça, c'est au choix aussi du médecin d'apprécier aussi le poste de travail et puis de voir si vraiment il y a une notion de gestes répétitifs. Pour que ce soit une maladie professionnelle, il y a quand même ces conditions-là. Mais tout à fait. S'il n'y a pas de fait accidentel, il est compliqué de présenter un accident de travail. Donc, alors, le formulaire peut paraître un petit peu lourd apparemment de ce qu'on me dit, mais en fait, si vous le remplissez de façon assez rapide, si vous avez tous les éléments de réponse, très franchement, ce sont des étapes qui sont vraiment faciles à compléter. Et c'est assez rapide. Alors, si vous avez des logiciels qui vous permettent de compléter la déclaration, vous pouvez la déposer, c'est-à-dire que vous pouvez la déposer via le flux de données, c'est-à-dire que si votre logiciel est compatible avec ce que demande Net Entreprise, alors il y a soit la complétude du document comme je vous l'ai décrite avec les étapes, soit si vous préférez utiliser votre logiciel que votre éditeur vous a mis en place et que ce logiciel comporte la déclaration accident de travail trajet. À ce moment-là, vous la complétez si c'est plus simple pour vous. Avec des données, peut-être le matricule du salarié, ben, tout apparaît peut-être plus rapidement avec des données au préalable enregistrées. À ce moment-là, je vous invite à déposer ce flux, déposer ce document via Net Entreprise toujours, vous connectez à Net Entreprise et au lieu de déclarer une déclaration d'accident ou déclarer un accident de trajet ou de travail, vous faites déposer un flux informatique et ça fonctionne aussi, bien sûr. Alors, préciser la différence entre l'accident constaté et l'accident connu. L'accident constaté, de
je pense que vous allez en voir les effets. C'est-à-dire que vous le constatez, vous, c'est-à-dire que votre salarié peut peut-être venir, peut-être vous montrer sa blessure. Vous le constatez, connu, on sera sur en quelque chose qui va vous être rapporté. Alors, soit par téléphone ou soit un collègue qui va venir vous dire que le salarié est parti. Vous en avez connaissance, alors voilà, et où vous le constatez. Moi, nous sommes une agence d'intérim. Dans la case constatée ou connue, nous notons la date de connaissance ou constatation de l'entreprise utilisatrice. Mais des fois, ils nous préviennent plusieurs jours après. Devons-nous continuer à noter la date et l'heure de connaissance de l'entreprise utilisatrice ou noter la date à laquelle nous avons eu connaissance? Nous, merci. Alors, je dirais que le plus rapide, en fait, si l'intérimaire vous rapporte l'accident le jour même et qui passe à l'agence et qui vous dit voilà, j'ai eu cet accident, mais de toute façon, votre client, je l'ai prévenu, je vais chez le médecin. Voilà, ça veut dire que vous en avez connaissance aujourd'hui. Si votre intérimaire ne vous donne pas signe de vie et que c'est l'entreprise qui vous en donne les informations, à ce moment-là, vous mettez ce que vous rapporte. Le plus tôt, en fait, vous n'êtes pas obligé d'attendre que l'entreprise vous en donne les infos, vous donne les infos. Je pense que si votre intérimaire vous appelle, ou voilà, vous pouvez vous mettre peut-être en relation avec l'entreprise, peut-être, et lui demander confirmation. Mais le plus tôt est le mieux, j'imagine, pour faire la déclaration. Mais Madame Colombani, Oui, excusez-moi, c'est oui. toujours Vanessa Zamora, mais pour les intérimaires, ça m'interpelle ce que vous dites parce que ce n'est pas à nous à faire la déclaration, si? Alors, Il n'est pas notre salarié, l'intérimaire. et il dépend de votre agence d'intérim, mais si, bien sûr. Moi, j'ai jamais eu d'accident du travail avec un intérimaire, mais ça, vous voyez, ça me serait pas venu à l'idée de faire la déclaration, d'avertir, alors CRIT ou un autre, mais de les avertir. Mais je pensais vraiment qu'on faisait des déclarations d'accident du travail que pour nos salariés qui sont. Mais si votre salarié est intérimaire, s'il dépend d'une agence d'intérim et qu'il est envoyé en mission, Oui, c'est mais je l'agence pensais que d'intérim qui c'était. fait. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, Oui, oui. d'accord. Oui, oui, S'il est envoyé en mission, c'est une mission sous couvert enfin, c'est l'agence intérim qui l'envoie en mission professionnelle. Donc, c'est l'agence d'intérim qui va faire la déclaration. ok, merci. De rien. Dans la case constatée, bon, ça j'ai vu. D'accord, merci beaucoup. Si nous faisons une déclaration en notant sans arrêt que finalement il y a un arrêt, il n'y a pas eu, il faudra faire une attestation rectificative. Alors, attention, si une déclaration, hein, on est bien sur la déclaration rectificative. Non, s'il y a finalement, vous mettez sur la déclaration d'accident, pas sur l'attestation. Hein. Attestation, on peut confondre avec attestation de salaire rectificative. La déclaration d'accident. Alors, effectivement, s'il y a une déclaration de fait sans arrêt ou avec arrêt, que finalement c'est l'inverse, non, il n'y a pas lieu de refaire une déclaration. Vous pouvez nous envoyer un mail ou quelque chose, mais de toute façon, on se fiera à ce que nous met vraiment le médecin. Et par contre, si vous avez donc du coup un salarié qui s'arrête finalement à cause de l'accident qu'il a vécu, qu'il a subi, je vous invite à faire une attestation de salaire par contre. Madame Gagnac, très bien, je suis prévenue. Je n'ai pas réussi à générer la feuille de soins. Voilà, dans le même cas, je vous invite à Madame Daror à me contacter, je passerai. Essayez. Ok, générer, même problème pour le CERFA, décidément, c'est quelque chose qu'on peut faire remonter, effectivement, mais je pense que ce doit être peut-être les fenêtres pop-up. Vous essayerez et on reste en contact de toute façon. On me disait, peut-être oui. Alors, effectivement, ça peut venir du moteur de recherche par lequel vous passez. Peut-être mettre à jour vos déclarations. Mettons, vous savez, quand vous avez une entreprise qui est enregistrée dans vos favoris, des fois, c'est vrai que l'applicatif est mis à jour. Donc, peut-être
rafraîchir peut-être un peu vos favoris. Je ne sais pas, effectivement. Il y a Adobe aussi qu'il faut bien avoir comme installé sur votre ordinateur. C'est souvent la fenêtre pop-up, ouais, effectivement. Ouais. Un arrêt maladie que le salarié fait modifier en AT par le médecin. Un mois plus tard, doit-on faire une déclaration nette entreprise un mois après alors que nous vous l'avons déclaré en arrêt maladie et que les premières exigences ont été réglées. Alors, un arrêt maladie que le salarié fait modifier en accident du travail. Accident de travail parce que finalement, il y a eu un accident de travail qui vous a pas été signalé et un mois après, il vous en parle. Alors effectivement, de toute façon, si votre salarié vous dit oui, mais il y a un mois, j'ai eu ça. Alors ça dépend. Je ne sais pas si on est sûr de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Donc, là, attention, il ne faut pas confondre. Alors, deux solutions. On va évoquer les deux. Si votre salarié a fait établir un arrêt maladie par le médecin, à ce moment-là, il se rend compte que ça peut être lieu à ses gestes et postures au travail. Dans ce cas-là, il fait le choix de faire une déclaration de maladie professionnelle. Effectivement, là, il y aura un rectificatif à faire et effectivement, une attestation de salaire rectificative ou nouvelle attestation de salaire au risque accident de travail, maladie professionnelle à transmettre. Et à ce moment-là, là, l'étude du dossier, l'accord ou le refus, ça va être de notre objet à nous. On va lancer les investigations et tout ce qu'il faut. De la même façon, si votre salarié vient vers vous et vous dit finalement, je n'ai pas déclaré parce que je pensais que c'était rien, mais j'ai vraiment eu un accident il y a 3 semaines, un mois, et c'était à ce lieu-là et il y avait telle personne, à ce moment-là, oui, vous allez le déclarer sur notre entreprise un mois après, mais vous allez mettre dans accident connu par l'employeur, vous allez mettre la date du M+1, c'est-à-dire si vous prévient le 28 mai, alors que ça a eu lieu le 2 mai, vous mettrez accident connu le 28 mai. À ce moment-là, c'est à nous de nous charger de pousser les investigations et de savoir pourquoi il y a ce mois de retard entre la déclaration d'accident que nous recevons et l'arrêt de travail, par exemple, qui date du 2 mai. Arrêtez-moi si je ne suis pas assez claire. En cas de rechute, faut-il refaire une déclaration d'accident de travail le jour où le salarié s'en plaint? Non, pas du tout. Il n'y a pas de déclaration d'accident. Une déclaration d'accident se fait une seule fois pour une lésion, pour la lésion concernée. Si votre salarié vous présente un certificat médical de rechute pour le même index droit blessé, le même poignet ou le même genou gauche, par exemple, qui a été blessé il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a 2 mois, le seul certificat médical du médecin suffit. Il n'y a absolument pas de redéclaration à faire. Vous ferez une déclaration si il y a une nouvelle lésion ou si un nouvel accident arrive. Si c'est sur une blessure antérieure, le certificat de rechute suffit, avec une attestation de salaire qui l'accompagne s'il y a un arrêt, bien sûr. Bon, ça, on a répondu. Alors, la déclaration préalable n'est pas obligatoire, d'accord? La CARSAT me l'avait déjà précisé. Vous pouvez la faire, bien entendu, et nous, on les enregistre, bien entendu, et c'est toujours un document qui est mis dans le dossier du salarié. Si cela vous permet d'enregistrer les moindres accidents qui arrivent, et si c'est une façon que vous avez de procéder, bien entendu, nous prenons toujours la déclaration préalable, mais elle n'est pas obligatoire, pas à mon sens, pas de ce que je sais. L'employeur nous déclare l'accident très tard. Une semaine après, le cabinet n'a pas connaissance. Avant, l'employeur n'avait pas vu que c'était un AT. Que va-t-il se passer? Rien de très grave. En fait, il est souvent question de prévenir les cabinets de gestion du social un peu tardivement, malheureusement. Donc, c'est à l'employeur qu'incombe cette tâche, c'est-à-dire c'est à lui de vous donner les informations le plus rapidement possible. Donc, soit vous faites passer l'information à vos clients, c'est-à-dire, voilà, en cas d'accident de travail, merci de nous prévenir au plus vite. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on a, comme on a vu sur les délais d'instruction, lorsqu'on reçoit la déclaration et le certificat médical, il y a ces 10 jours de laps de temps où l'employeur peut émettre des réserves. Donc, effectivement, il n'y a pas de paiement forcément qui est fait, mis à part
en maladie, bien sûr, mais il y a de toute façon un délai de réception de pièces, de toute façon. Mais j'avais un temps effectué un partenariat avec un cabinet comptable, ce qui permettait de pouvoir accélérer un petit peu et presser un petit peu les clients des cabinets comptables pour que ces informations vous soient transmises le plus rapidement possible avec effectivement la nature, si c'est une maladie ordinaire ou si c'est les risques professionnels qui sont engagés. Mais se passer rien, il n'y aura pas de sanction de toute façon, Madame Gaillac. Vous avez un salarié en AT depuis plusieurs mois. Il nous a adressé une prolongation d'accident de travail sans date de fin et un arrêt initial maladie non professionnelle. Pouvons-nous considérer que la prolongation fait office de fin d'arrêt d'accident de travail? Y aura-t-il les 3 jours de carence pour l'arrêt initial? Alors, maladie non professionnelle, j'imagine. Merci. Donc, bonjour, nous avons un salarié en accident depuis plusieurs mois, une prolongation d'acte. Alors, je pense que la prolongation d'accident de travail concerne des soins sans date de fin et un arrêt initial maladie. Je pense donc que par rapport à votre salarié, ce sont des soins qui sont en cours par rapport à l'accident de travail. Et il y a peut-être, s'il vous a fait parvenir un arrêt en maladie, il y a peut-être donc une autre pathologie qui n'est absolument pas et qui ne concerne ni l'accident de travail ou ni la maladie professionnelle qui vous a présenté, quelque chose peut-être à caractère, je ne sais pas, peut-être psychologique ou quoi que ce soit, mais il est tout à fait possible d'avoir un salarié en prolongation de soins sur une maladie professionnelle ou un accident de trajet et avec un arrêt maladie que vous recevez pour une pathologie différente. Mais toujours pareil, vous savez, je réponds sur des cas généraux et je sais que là, pour vous, ce sont des cas particuliers. Si vraiment vous voulez qu'on pousse un petit peu plus la recherche et que je vous explique plus particulièrement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou m'appeler et on pourra en discuter très ouvertement d'un cas particulier si vous voulez vraiment avoir des réponses plus précises, si je ne suis pas assez claire, bien sûr. Bonjour, sachant que l'arrêt maladie se fait via la DSN, en est-il de même pour la déclaration de l'AT ou doit-on obligatoirement passer par Net Entreprise? Vous devez passer par Net Entreprise pour faire la déclaration d'accident de travail, effectivement. La DSN, c'est un processus qui est complètement différent de la déclaration accident de travail. Passer en DSN, passer sur le processus déclaration sociale et nominative ne vous congédie pas du fait d'envoyer une déclaration d'accident de travail. Cette déclaration, elle est vraiment nécessaire, elle est obligatoire. Et je dirais même que la déclaration dématérialisée est vivement préconisée. Donc, je ne parviens pas à retrouver la liste des accidents de travail déclarés en 2022 dans l'historique des taux d'AT sur Net Entreprise. Ceux de 2021. Alors, ceux de 2022, vous les aurez peut-être début 2023. Mais si vous désirez les avoir pour faire un bilan ou quoi que ce soit, toujours pareil, vous pouvez me contacter et j'essaierai de vous donner une liste la plus claire possible. Si vraiment vous avez pour un besoin spécifique, n'hésitez pas, on est là aussi pour vous aider dans ces démarches. Les soins sont terminés. Donc, voilà, donc les soins sont terminés. Donc, je pense qu'il y aura une prolongation s'il n'y a pas de date butoir. Donc, si vous ne voyez pas de date butoir. Alors, que je sois claire, il me semble, on va le voir dans le nouvel avis d'arrêt de travail. Je pense qu'en fait, là, vous me parlez peut-être d'une prolongation. Alors, les soins sont terminés. Je pense que vous me parlez d'une prolongation, mais qui concerne peut-être l'AT. Vous allez voir, hein, le nouvel avis d'arrêt de travail et les prolongations sont sur le même CERFA que l'arrêt maladie. Alors il ne faut pas confondre. Je ne sais pas si je suis claire, mais on va le voir dans le 5e point qu'on va aborder. C'est peut-être ça, votre confusion. C'est-à-dire que vous avez eu un certificat médical, comme d'habitude,
ce que vous receviez en accident de travail. Mais ce certificat médical vous est envoyé une fois lorsque c'est le certificat médical initial. Les prolongations ressemblent au CERFA et sont établies sur le CERFA maladie aujourd'hui. D'accord? On va le voir. Mon adresse mail, je vais vous la communiquer, elle est en fin de diaporama. Nous avons un salarié en arrêt maladie depuis octobre 2020. Il vient de nous envoyer une déclaration de maladie professionnelle avec une première date de constatation en octobre 2021 et me demande une attestation de salaire. Je dois effectuer cette attestation à quelle date? Alors, l'attestation de salaire, de toute façon, la date, vous ne la générez pas, puisque c'est une date qui se met automatiquement, puisque vous passez via DSN ou bien Net Entreprise, et c'est par rapport à la date de l'arrêt de travail. Ça sera par rapport, l'attestation de salaire. Il faut que votre salarié vous envoie un certificat médical rectificatif au risque maladie professionnelle pour faire une attestation de salaire rectificative. La demande de maladie professionnelle, c'est une chose, ça nous en avons en réception bien sûr. Il faut quand même que la maladie professionnelle soit accompagnée d'un certificat médical initial de maladie professionnelle. Donc la déclaration de maladie professionnelle, ok. Mais il vous demande une attestation de salaire, mais il faut vraiment qu'il y ait un certificat médical initial rectificatif établi par un médecin avec des dates de début d'arrêt. D'accord? Vous demandez en automatique une attestation de salaire maladie maintenant pour tous les arrêts DAT en attente d'instruction. Oui, alors en général, lorsque vous, de toute façon, vous saisissez le signalement d'arrêt, c'est fait automatiquement par votre système DSN, si je ne me trompe. Théoriquement, votre logiciel de paie est programmé pour. C'est ce qui permet à mes collègues qui reçoivent des arrêts en accident de travail qui mettent qui donc ont le dossier en délai d'instruction, donc en attente, de pouvoir indemniser l'entreprise si c'est de la subrogation ou le salarié si c'est non subrogé, déjà au risque maladie, pour pouvoir lui permettre d'avoir une ressource d'entrée. Après, il y a une régularisation qui est faite sur le montant de l'indemnité journalière si le dossier accident de travail ou le dossier maladie professionnelle est accordé par nos services. Donc, théoriquement, la DSN prévoit cet envoi en automatique aujourd'hui. Alors, je crois que j'ai fait le tour. Je suis peut-être passée à côté de réponses. Et j'en suis désolée si ce ne sont pas les réponses que vous attendez parce que j'ai peut-être pas compris tout ce que vous m'avez demandé. N'hésitez pas à me refaire un mail derrière, à m'expliquer un cas particulier ou un cas perso ou peut-être quelque chose que j'aurais mal interprété. Mais je pense que sur la question de la prolongation, s'il n'y a pas une autre pathologie, si vous recevez une prolongation, c'est peut-être ce qui va suivre qui va répondre à votre question. On continue donc. Le QRP, le questionnaire à risque professionnel, c'est un service en ligne qui vous permet, avec des identifiants que vous recevez par courrier dès votre première connexion, il vous permet, ce service en ligne, de répondre au questionnaire qui est envoyé par la caisse primaire d'assurance maladie pour toute investigation lancée sur des dossiers. Il vous permet aussi de consulter et télécharger, si besoin, le dossier lorsque votre dossier est en consultation et de faire vos observations. Vous savez, on a parlé d'un premier délai de 10 jours qui vous permet de consulter toutes les pièces et de faire vos observations. Ce questionnaire risque professionnel en ligne vous permet de déposer vos observations sur le dossier en question. D'accord ? Alors, nous ne sommes pas rentrés en détail sur l'applicatif, sur l'application, parce qu'on l'a déjà vu et parce que si vous avez besoin de renseignements supplémentaires sur ce service en ligne, je vous invite également à nous envoyer votre demande par mail ou de nous appeler. Et à ce moment-là, on vous enverra un petit diaporama pour les étapes d'inscription et ce que vous pourrez y retrouver comme fonctionnalité. Il est très complet.
Et il vous permet de suivre un dossier de A à Z pour votre salarié et ça permet de faire circuler les informations avec mes collègues qui gèrent les dossiers de façon très limpide, rapide et sécurisée. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter et à vous créer un compte si besoin. Vous pouvez retrouver de toute façon les infos. Vous pouvez vous connecter sur questionnaire-risquepro.amelie.fr. On reste disponible bien sûr avec mes collègues Madame Poutz et Madame Etchessar de Pau. On reste disponible pour vous accompagner dans la démarche, bien sûr. Et pour finir, on a abordé donc le nouveau formulaire d'arrêt de travail, très important. Alors, vous en avez déjà eu connaissance, hein, c'est mis en place déjà depuis un petit moment, alors quelques mois, on va dire. Aujourd'hui, c'est pour simplifier les démarches pour les médecins. Ça vise à fusionner les avis d'arrêt de travail en maladie et en accident de travail. Donc, on tombe sur un avis d'arrêt de travail qui est commun à tous les risques aujourd'hui. Alors, je vous invite à être très vigilant parce qu'il y a des cases qui sont cochées en fonction du risque professionnel, du caractère professionnel de l'arrêt ou si on est toujours sur un arrêt maladie ordinaire. Donc, en cas d'arrêt de travail initial ou de prolongation, vous ne recevez plus qu'un seul formulaire unique qu'il concerne un arrêt maladie maternité ou accident du travail maladie professionnelle. Alors, vous allez recevoir le CERFA comme auparavant. Ça sera le départ de votre accident de travail ou maladie professionnelle. Mais après, concernant toutes les prolongations d'avis d'arrêt de travail, ce sera sur ce CERFA-là. Alors, c'est peut-être pour ça que vous m'avez posé la question tout à l'heure. Il faut absolument que vous regardiez ici, dans cet encart, les renseignements médicaux, si c'est en rapport ou sans rapport avec un accident de travail ou maladie professionnelle. Et là, vous retrouvez la date de l'accident de travail, trajet ou maladie professionnelle et, bien entendu, cocher prolongation. Alors là, je reviens. Vous retrouvez toutes les informations sur le site amelie.fr, bien entendu. Voilà. Donc, ces documents, et alors vous allez recevoir un certificat médical, l'ancien CERFA. Vous le retrouverez sur le site QRP, questionnaire risque professionnel, le site dont on a parlé tout à l'heure, et qui vous permet de consulter les pièces d'un dossier accident de travail. Mais par contre, toutes les prolongations, les avis d'arrêt de travail seront sur ce modèle-là. Alors, je ne sais pas, ça peut être recommencé. Hein. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous rencontrez des difficultés ou si pour vous. Alors, je vous dirais même si ça vous paraît un peu lourd parce que vous ne faites pas forcément le distinguo. De toute façon, on ne reviendra pas sur les formulaires qui étaient utilisés de façon antérieure. Donc, voilà, la différence, très important aujourd'hui, et soyez vigilants sur ce que vous recevez, et ici surtout, si c'est en rapport ou sans rapport avec l'accident de travail ou maladie professionnelle. Voilà, on a fait le tour. Je vous remercie à vous aussi. Je vais vous envoyer de toute façon le diaporama qui vous a été présenté aujourd'hui. Je vous invite à peut-être contacter vos collègues ou si vous voulez refaire un petit tour sur cette présentation, vous trouverez mes collègues, Mesdames Etchessar et Poutz, jeudi à 10h30. Je vous invite à consulter aussi ce dépôt de documents pour les informations que vous voudriez nous communiquer, RIB, bulletin de salaire. Voilà, vous avez aujourd'hui des adresses qui vous permettent de déposer des documents format PDF. Donc, en ce qui nous concerne, je vous ai mis le lien pour Bayonne, mais vous avez également en dispo le lien pour Pau. Sachez que ce ne sont pas toutes les caisses qui utilisent ces dépôts de documents.
Vous avez également la plateforme employeur au 3679. Je vous invite à vraiment les contacter en ayant vos dossiers de prêt, vos questions de prête. Et vraiment, si c'est dans le cas d'absence de règlement d'indemnité journalière ou de retard, voilà, que ce soit des sollicitations vraiment bien précises, puisque la plateforme employeur est très sollicitée et donc vous avez quand même pas mal d'attentes. Et puis, eh ben, on vous donne à dispo des contacts directs. Donc, moi-même, Joëlle Colombani, vous avez mon numéro de téléphone professionnel et mon adresse mail. Et ça, c'est pour les entreprises de Bayonne qui dépendent de Bayonne. Et puis pour Pau, Géraldine et Elisabeth, avec leur adresse mail également. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite, hop, ça passe même que le document n'est plus envoyé à l'employeur. Vous dites sur la page précédente, je réponds à la question. Sur la page précédente que le document n'est plus envoyé à l'employeur. Et je n'ai pas compris. Ici. Ah. Alors, on a perdu le partage. Je pense que, alors, le document employeur, c'est le premier certificat médical qui est envoyé à la caisse primaire seulement, l'ancien CERFA, l'ancien certificat médical de couleur mauve que vous aviez avant. Celui-là, c'est uniquement la caisse primaire qui le reçoit. Vous recevez le nouvel avis arrêt de travail, celui qu'on a vu, qui vous permet d'avoir la notion d'arrêt de travail. L'autre, vous n'en avez pas forcément réception, ça c'est sûr. Je pense que c'est de celui-là dont vous me parlez, il me semble. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour vos retours, c'est très gentil. Oui, c'est ça, sur l'avant-dernière page, c'est ça, monsieur. C'est voilà, je pense que voilà, vous avez tout compris sur l'explication. On reste dispo de toute façon. Merci beaucoup pour votre participation et je ne manque pas de vous envoyer ce diaporama. Je vous dis à jeudi peut-être pour certains et à très bientôt, sachant que je vous présenterai rapidement les nouvelles modalités du congé paternité en date du 6 octobre. Si vous voulez vous inscrire, vous retrouvez les infos sur amélie.fr ou sinon, je peux vous donner les codes. Voilà. Sachez que des points infos vous seront faits tous les mois par les caisses sur les nouveautés et puis l'accompagnement sur cette fameuse législation qui change souvent, on va dire. Donc, rendez-vous pour ma part le 6 octobre pour le congé paternité. Je vous souhaite une excellente journée.